Entre le Palais-sur-Vienne et le centre-ville de Limoges, aujourd'hui, grosso modo avec la STCL, c'est 40 minutes. Demain, en train, c'est 3 à 7 minutes. Et on chiffre pour la partie Périgord-Limousin, en prenant en compte bien sûr les réouvertures du Bordeaux-Lyon et puis les réouvertures des lignes qui ont été fermées côté Saint-Thierry et côté Angoulême, à 1 milliard d'euros à mettre sur la table. Effectivement, on n'a pas de LGV, on n'a pas un trafic national énorme sur nos lignes, mais ça nous permet potentiellement d'avoir des gares centrales qui ne sont pas sclérosées, comme ça peut être le cas dans d'autres grandes métropoles. C'est comment est-ce qu'on peut passer de 60 ans de retard à 60 ans d'avance. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Entretiens sur le Média On est là, une émission en collaboration avec Causons sur la radio d'Ambazac Open FM. Aujourd'hui, je suis avec Lucie et on reçoit Antonin Boyer qui va nous parler du tram-train limousin. Ce podcast est disponible en audio sur SoundCloud et Spotify, les liens sont en description. N'hésitez pas à soutenir le Média On est là sur Tipeee et moi je vous souhaite une bonne écoute. Alors ma casquette de tous les jours dans mon boulot, c'est d'être architecte. Du coup, je suis associé chez Yocto Architecture. Et dans l'association, je fais partie des cofondateurs historiques. Donc je suis là vraiment depuis le départ. Ce qui me permet de vous faire la genèse aujourd'hui un peu de là où on est parti et tout ce qu'on mène depuis. Antonin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le tram-train limousin ? Donc le tram-train limousin, c'est une initiative qui a été lancée du coup par le collectif BSP, donc Bon Sens Paysan, qui est une association qui est née de manière un peu informelle en 2014 et qui a été vraiment déposée sous statut associatif en février 2015, qui est un groupe local de travail qui a vocation à être un peu presque un bureau d'études citoyen pour travailler sur les questions de mobilité et d'aménagement du territoire en mêlant systématiquement l'approche transport et l'approche urbanisme. Donc ça, c'est un peu le cadre général. On a commencé, on était 4. Aujourd'hui, on est autour des 250 adhérents, sachant qu'on a un groupe d'actifs d'une 40aine de personnes qui viennent un peu de tous horizons. Et on a un panel d'adhérents qui est assez large, puisqu'on fédère à la fois des habitants, des acteurs économiques, des collectivités territoriales, dont la plupart des communes du département, les départements. Et puis là, plus largement, depuis le 2018, on a vocation à travailler sur un bassin un peu plus large que l'étoile de Limoges, qui est celle du RER Périgord-Limousin, donc au-delà du tram-train limousin que l'on connaît un peu plus, avec nos homologues, notamment de Rail Aquitaine Est côté Corrèze et Périgord Rail Plus qui est l'association d'usagers côté Dordogne. Et donc de la même manière, il y a aussi chez eux des adhésions de toute entité qui ont vocation à travailler ensemble sur les sujets de transport. L'idée, c'est de se dire qu'on a sur notre territoire une infrastructure ferroviaire assez exceptionnelle, puisqu'on est le territoire le plus dense après l'Île-de-France au kilomètre carré sur la répartition des voies. Aujourd'hui, on a une étoile qui fait encore 400 km de voies ferrées, qui sont sur une étoile à 8 branches, qui chassent dans toutes les directions. On a une 50aine de gares qui existent. Et ça, dans un rayon de 60 km autour de Limoges. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est quand on considère ce périmètre-là, on est 435 000 personnes, ce qui nous amène à l'échelle d'une petite agglo, dès le moment où on considère en fait à la fois la ville-centre et l'ensemble des communes alentours sur un seul et même bassin. Et ce rayon de 60 km, il ne vient pas de nulle part, on n'est pas allé le piocher juste pour faire un comptage des habitants. Il tient en fait à la moyenne d'usage. C'est-à-dire que tous les jours, on a des va-et-vient entre la ville, la campagne, à travers la campagne, sur ce périmètre-là. Et donc en fait, c'est vraiment les habitudes de mobilité et de déplacement qui nous amènent à considérer ce périmètre, qui se retrouve aussi dans les fréquentations en fait, de la SNCF, puisque chacune des lignes TER est souvent analysée au prisme des bassins versants, de part et d'autre, en fonction des lignes. Et l'idée, c'est d'aller chercher ce qu'on considère, nous, comme le chapelet de villes périphériques, qui vont être, en fait, les limites de bassins. Donc Saint-Junien, Bellac-le-Dorat, La Souterraine, Guéret, Émoutier, évidemment, Uzerche, Saint-Thierry, et puis Thiviers de côté Dordogne. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus comment ça fonctionne ? Quels seraient les horaires de passage, le cadencement et comment se construirait le réseau exactement ? Aujourd'hui, on a le TER qui est un peu coincé dans une équation insoluble
parce qu'on va lui demander à la fois d'aller très vite d'un bout à l'autre du territoire et en même temps de desservir tous les arrêts intermédiaires. Ce qui fait que si on suit les constructions horaires sur ce principe-là, les fréquences et les tournées des TER ne correspondent jamais à personne. Ce qu'on demande, nous, c'est de dissocier en fait deux niveaux de service en rendant aux TER leur vocation de trains express régionaux et du coup pour faire les trajets de ville-ville de manière assez efficace et de rajouter une strate en fait complémentaire qu'on va appeler les navettes ou le RER ou le tram-train qui eux vont fonctionner non pas d'une ville à l'autre mais par bassin de vie. Donc typiquement sur l'étoile de Limoges, c'est ce rayon-là des 60 km, en se disant qu'on va appliquer des lignes qui, elles, ne vont plus avoir comme terminus les villes-centres, mais vont aller d'un bout à l'autre du territoire. Donc typiquement sur des exemples comme Guéret-Thiviers, la souterraine Pompadour, Émoutier-Userche ou Bellac-Saint-Junien. Chose qui, en fait, aujourd'hui, dans le principe des TER, est très compliquée à faire puisqu'on a systématiquement des correspondances très longues en gare des Bénédictins. Alors que demain, on se retrouve avec des navettes qui vont circuler à horaires réguliers et cadencés, donc qui vont être à des minutes données toutes les heures, par exemple, d'un bout à l'autre du territoire. Et du coup, permettre soit d'avoir les correspondances sur les autres lignes, sur l'agglomération de Limoges, soit de pouvoir faire un trajet de bout en bout sans rupture de charge. Et ça ressemble un peu à du bus, quoi, avec des horaires précises. Il passe toutes les 10 minutes, il passe toutes les 15 minutes. Voilà, à ceci près que... C'est pour se le représenter un peu mieux. Tout à fait, à ceci près qu'on est sur la logique ferroviaire avec des capacités d'infrastructure qui sont ce qu'elles sont, alors qui évidemment appellent des travaux si on veut monter en gamme et en fréquence. Mais l'idée dans les objectifs qui sont posés, c'est de se dire que grosso modo, si déjà on a un départ toutes les heures aux extrémités de chacune de ces lignes-là, si on cumule ça avec les TER, on a déjà des bascules de train qui sont bien mieux qu'aujourd'hui en campagne et des croisements du coup dans l'agglo qui sont pas inintéressants puisque du coup comme les différents barreaux de l'étoile convergent sur seulement deux tronçons dans l'agglomération de Limoges, en fait les trains vont converger sur les mêmes barreaux. Ce qui fait que si vous avez un départ toutes les heures aux extrémités des lignes qui vont faire la desserte de toutes les gares existantes en campagne, on va arriver à un battement de 20 à 30 minutes sur les haltes de l'agglomération. Si derrière on pousse au vis, parce que ça c'est la version light et on avance et c'est sympathique pour tout le monde déjà, l'idée c'est que si on pousse aux objectifs RER qui sont posés au national dans le cadre des services express métropolitains régionaux, métropolitains, là c'est des objectifs à la demi-heure. Ce qui veut dire que si on a un départ toutes les demi-heures aux extrémités des lignes sur le territoire, qui vont faire la desserte fine en navette, on va avoir un battement de 5 à 12 minutes selon les haltes sur l'agglomération de Limoges. Et donc là, ça veut dire qu'avec le train, d'où ce sujet tram-train au démarrage, puisqu'on va avoir un fonctionnement de train en campagne et quasiment un fonctionnement de tramway ou de métro sur le réseau ferroviaire existant pour les agglomérations centres. Et donc ce qu'on pose là sur cette étoile de Limoges, on se rend compte que l'étoile de Brive, elle est tout à fait similaire. Donc en fait, quand on le fait à Limoges, c'est hyper intéressant de le faire à Brive en parallèle. Et à Périgueux, on a déjà le système de navette qui est en place, avec la navette du coup qui fait Mussidan-Iversac et qui circule déjà depuis 2022. Et où l'agglo de Périgueux a réouvert des gares, recréé des haltes. Donc on a déjà cet exemple-là en local qui, en termes de fréquentation, a explosé tous les pronostics. Est-ce que tu peux donner des exemples de haltes dans Limoges et d'endroits qui pourraient être desservis par le tram-train? Sur l'agglo de Limoges, on a une vingtaine de sites qui sont identifiés comme potentiels haltes. Donc évidemment, on ne fera pas tout d'un coup, on n'arrivera pas... Enfin voilà, c'est sur les temps longs de l'urbanisme, du ferroviaire et puis des projets publics. Mais le sujet est que sur ces 20 sites, on a 10 sites qui sont visés comme prioritaires, qu'on a notamment travaillé au prisme de la desserte des services, des lieux d'enseignement, de la disponibilité du foncier. Il y a plein de choses comme ça qu'on a mis comme critères de sélection. Et donc sur cette vingtaine de sites, on a 10 qui sont prioritaires, qui vont notamment correspondre pour les 4 de la première couronne de l'agglo, qui sont en fait des endroits aujourd'hui où on a très peu de dessertes en transport en commun, parce que le réseau STCL arrive un peu en bout de capacité. Donc ça va être le Palais-sur-Vienne, Couzex,
les 2 haltes de Condat-sur-Vienne. La halte du CHU, qui là, évidemment, n'a pas besoin de l'expliquer, à elle une envergure même extra-départementale, parce que tous nos voisins demandent, le premier truc qu'ils demandent, c'est comment est-ce qu'on peut s'arrêter avec le train au CHU. Et après, on va avoir 5 autres sites qui là sont plutôt sur la commune de Limoges en elle-même, mais qui vont être en relation potentiellement avec le bus à haut niveau de service, qui est en train d'être mis en place par l'agglomération. Et donc ça va être potentiellement la halte de la Batide, la halte du Versailles-Leclerc, qui elle se retrouve un peu au-dessus de Carnot. En fait, on a le pont ferroviaire qui est avenue Général Leclerc, et là, en fait, on est sur le tracé du BHNS, en plein cœur de la ville. Donc c'est hyper intéressant de faire tout de suite une correspondance entre les réseaux de transport. Donc le BHNS, qui est une restructuration du réseau de bus de Limoges sur de grandes Exactement. lignes avec un service... Tout à fait. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que même si on part de l'infrastructure ferroviaire, le projet RER Périgord-Limousin dans sa globalité, c'est vraiment de se dire, on hiérarchise et on prend en compte l'ensemble des transports. On pose le ferroviaire comme armature prioritaire et principale de tous les réseaux et on reconstitue derrière le maillage avec les mobilités complémentaires. C'est-à-dire que derrière, on va bosser sur la correspondance avec les réseaux urbains, sur la correspondance avec les cars régionaux, quitte à refondre certaines lignes à différents endroits, mais sur par exemple le bassin de la Haute-Vienne, en faisant ce travail-là de correspondance entre le train, si on met le paquet sur le train, les cars régionaux et le réseau STCL de Limoges, on couvre 96% de la population en transport en commun. C'est inédit par rapport à n'importe quel autre territoire en France. Du fait que, dès l'origine, la constitution et l'organisation du territoire s'est faite à l'ère industrielle autour du réseau ferroviaire. Donc en fait, déjà, en mettant le paquet sur le ferroviaire, on libère plein de choses, et derrière, si on adapte les correspondances des autres réseaux, en fait, on a une capacité de desserte qui est assez incroyable. Et les 4% restants, malheureusement, il y aura toujours besoin de la voiture, il y aura toujours besoin d'autres éléments, mais parce que c'est des petits villages ou des petits hameaux qui sont un peu perdus en dehors des réseaux et pour lesquels c'est juste démesuré d'aller faire de l'offre lourde. Il y a des études un peu qui sont faites sur le report modal qu'il pourrait y avoir. Alors c'est des choses qu'on mène par petits bouts, on en a fait un peu avec la fac de géo, on en a fait un peu par nous-mêmes, on a des données qui se croisent un peu partout. Il y a un gros travail qui est en cours avec Transition Limousine, donc une association locale aussi qui croise plein d'intervenants sur plein de thématiques et qui vise horizon 2030-2035 à avoir un plan de résilience pour le territoire en matière d'économie, de socio et de vie locale. Donc on bosse avec eux là-dessus sur la partie mobilité, donc c'est un cadre d'études. On est en train d'essayer de lancer une étude avec les agglos, les départements et l'université et le CEREMA sur une université ferroviaire, en se disant que on va essayer de partir en fait de tous les sites d'enseignement et de formation, du collège jusqu'aux formations pour adultes et éventuellement même les établissements d'insertion, en se disant quel est l'inventaire de ces sites-là sur le territoire, voir quel rapport du coup ils ont avec le maillage ferroviaire et le maillage de l'offre de transport qui peut être refondu, et de voir quel potentiel voyageur ça représente. Et du coup, dès qu'on a fait ça, sachant que c'est les publics les plus captifs et les plus en besoin de mobilité, on a déjà des premiers pronostics qui nous disent que si on fait le travail pour ces publics-là, on a déjà mieux rempli nos trains que ce qui sont fréquentés actuellement. Oui. Et évidemment, en faisant ce travail pour ces publics-là, on sait très bien que ça marche pour une grande partie des actifs et que ça marche une grande partie pour les retraités ou d'autres gens qui auront besoin de se déplacer pour les loisirs. Est-ce que tu peux donner des exemples de trajets possibles ? Il y en a plein. Parce que du coup, si on met tout en correspondance, on fait à peu près ce qu'on veut. C'est là tout l'objectif. Mais un trajet, un exemple. Mais pour donner des bons trajet. exemples aujourd'hui, typiquement, je vais prendre ça volontairement parce que c'est provocateur, mais entre le Palais-sur-Vienne et le centre-ville de Limoges, aujourd'hui, grosso modo, avec la STCL, c'est 40 minutes. Demain, en train, pour peu qu'il y ait la halte du Palais-sur-Vienne et quelques haltes supplémentaires sur Limoges, c'est 3 à 7 minutes. Ça veut dire que chaque jour, les gens gagnent 1h30 de temps de trajet. Même combat, vous venez de Nexon ou alentour, votre train il arrive en 12 minutes en centre-ville de Limoges. Si vous prenez ce temps-là de trajet en voiture, avec le temps de se garer, le temps de... Enfin voilà, vous êtes bien au-delà. Donc c'est des vrais sujets de gain pour tout le monde au quotidien, dans la facilité d'usage et dans la facilité de transport. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on arrive soit au Bénédictin,
soit à Montjoly. Et donc du coup, là, il faut qu'on se débrouille à prendre une correspondance. Voilà. Demain, si on a les haltes qui maillent le territoire, en fait, on donne accès à la fois aux gens, pour les gens de la ville, à tout le territoire très facilement, mais à l'inverse, c'est vrai aussi. C'est l'intérêt de travailler sur les étoiles voisines, c'est que dès le moment où le système est mis en place d'une étoile, entre toutes les étoiles, les navettes viennent en correspondance les unes des autres. Tu veux dire entre les différentes villes, Périgueux, Brive et Limoges ? C'est ça. Mais ce qui est valable aussi pour Poitiers ou Angoulême. On a moins avancé sur ces sujets-là parce qu'on n'a pas d'homologue trop sur la partie Charente et la partie Poitou. Mais on sait que le sujet est viable. Et typiquement, si on a une navette côté étoile de Poitiers, et je prends cet exemple-là complètement au hasard, qui fait Futuroscope, Le Dora ou Bellac. Que de l'autre côté, on a une navette qui fait du coup Saint-Junien, Bellac, Le Dora. Que les deux viennent en correspondance à ces endroits-là. Et s'occupent de la desserte fine de toutes les haltes intermédiaires. Et du coup, sont en rotation toute la journée. Notre TER, qui va de Limoges à Poitiers, il va s'arrêter à la correspondance à Bellac-Dora. Il va s'arrêter à Montmorillon, éventuellement. Et on fait le trajet en 1h15 sur le réseau existant. Ce qui est quasiment le pronostic de l'LGV. Alors, on aura forcément des sujets pour la fréquence des trains, pour l'optimisation, parce qu'aujourd'hui, typiquement sur ce barreau-là, comme on n'a plus de point de croisement entre Bellac et Limoges, quand on a un train qui s'enfile dans un sens, du coup, il faut attendre 40 minutes pour en avoir un autre, soit en face, soit derrière, soit devant. Mais parce qu'on a fermé les postes dans les gares qui, jusque-là, permettaient de faire croiser des trains. Donc, c'est ça aussi. Et donc, si on n'intervient pas sur la signalétique, il ne se passera rien. Par contre, si on fait évoluer soit l'infrastructure, soit la présence humaine dans les points intermédiaires, en fait, on a la capacité à faire circuler plus de trains avec la ligne existante. Mais voilà, le sujet, il est là. C'est de se dire, plutôt que de se contraindre en fonction de l'infrastructure, on va plutôt regarder les choses à l'inverse, regarder quel est le besoin des gens, quels sont les objectifs de fréquentation qu'on veut pour les trains, et du coup, poser une stratégie à 10, 15, 20 ans sur où est-ce qu'on intervient, comment, pour faire évoluer, donner la capacité aux trains de circuler et aux navettes de répondre aux besoins des gens. Sachant qu'en plus, les anciens, ils n'étaient pas fous. Sur à peu près toutes les gares, on a des plateformes, on a des emprises qui sont suffisantes pour intervenir ponctuellement et pas avoir à tout doubler, tout électrifier, comme on nous l'a suggéré plein de fois en disant qu'on était complètement barjot. On est raisonnable à l'échelle du ferroviaire par rapport à ce qu'on demande. Pourquoi Limoges est particulier, peut-être par rapport à Strasbourg ou d'autres villes comme ça ? Alors du coup, il y a l'exceptionnel maillage qui est là. Malgré l'état de l'infrastructure, il y a quand même les tracés, il y a quand même les lignes, elles sont quand même circulées, au moins en grande partie. Il y a effectivement cette capacité à avoir des bassins de vie qui viennent à touche-touche les uns des autres et qui, si on met en place en fait nos navettes et nos transports, on va avoir des échanges très faciles et des correspondances très faciles qui nous permettent de travailler sur une offre de transport hyper efficace. Et surtout, on a peut-être quelque part, et je pense que c'est sur plein de domaines comme ça, il n'y a pas que les mobilités, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut passer de 60 ans de retard à 60 ans d'avance. Et le fait est qu'effectivement, on n'a pas de LGV, on n'a pas un trafic national énorme sur nos lignes, mais ça nous permet potentiellement d'avoir des gares centrales qui ne sont pas sclérosées, comme ça peut être le cas à Saint-Jean ou dans d'autres grandes métropoles, et où les premiers démarrages ont montré que c'était effectivement très compliqué pour insérer des trains. La ligne LGV Bordeaux-Toulouse qui est défendue bec et ongle par la région, en fait, elle permet notamment de désenclaver la gare Saint-Jean pour mettre en place le RER de Bordeaux. Nous, on n'a pas ces problématiques-là. Et on a potentiellement de la place sur les étoiles pour déjà mettre des choses en place avant même de parler d'infrastructure. Du coup, dans une approche de développer le territoire, plutôt que de le raccorder le plus vite possible à des grandes métropoles, c'est aussi intéressant comme vision des choses. C'est ça, et puis il y a un vrai sujet, c'est que est-ce qu'on fait des trains pour aller chercher des correspondances ou est-ce qu'on fait des trains pour répondre aux besoins de déplacement des gens qui sont sur place ? Aujourd'hui, nos correspondances TER, la construction de l'offre TER telle qu'elle est faite en fonction des trains Paris-Toulouse en gare de Limoges et Brive et des LGV en gare de Bordeaux et Poitiers.
et feu Angoulême. Et le sujet, il est de se dire, est-ce qu'à un moment donné, même si effectivement, c'est les lignes majeures nationales qui auront toujours la priorité sur les tronçons, ça c'est pas le sujet, mais comment est-ce qu'on repose le fonctionnement du TER, non pas pour gérer des correspondances, mais pour les besoins du territoire. Et très concrètement, si on a des fréquences de navettes à cadence régulière et avec une fiabilité qu'on n'a pas aujourd'hui avec les TER, rien n'empêche de prévoir de prendre son café en gare des Bénédictins le temps d'attendre le Paris-Toulouse, plutôt que d'être dans le rush et de le rater de toute façon à 5 minutes près parce qu'il y aura eu un retard quelconque. Alors, on a déjà pas mal décrit comment ça marche, le détail du projet, en fait. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'association qui porte le tram-train ? Alors, du coup, le gros travail de Stasso, c'était, et c'est toujours, c'est la mission de départ, c'est de faire foisonner un peu tous les éléments, les données, et essayer de nourrir ce projet-là de mobilité territoriale, à partir justement des étoiles ferroviaires, qui, au démarrage, a consisté beaucoup à faire du boulot en interne, à abattre vraiment de la donnée, construire, vraiment étoffer le projet en lui-même pour comprendre, parce que déjà, il y a comprendre le système ferroviaire, comprendre qui a les compétences de le mettre en place. Voilà, déjà ça prend un peu de temps. Trouver les bons interlocuteurs en face, ça a pris du temps aussi. Faire le tour de plein de crèmeries, parce qu'on n'est évidemment pas arrivé aux 250 structures ou adhérents en une année. Inédite, entre guillemets, parce que dès lors qu'on considère ces territoires-là, on a la légitimité de défendre des projets d'envergure. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que, en fait, il fallait qu'on aille un peu plus loin. Et donc, on a commencé à bosser avec les collectivités territoriales pour nourrir tous les plans stratégiques, les plans locaux d'urbanisme, les stratégies de mobilité, les schémas directeurs, etc. Donc, travailler avec les services un peu partout sur le territoire, chaque fois que l'occasion était donnée pour construire, du coup, préparer le terrain à temps long, sur la prise en compte du ferroviaire, sur ce que c'est. Il y avait un gros travail de pédagogie dès le départ, mais qui a porté ses fruits, je dirais, à partir de 2018. Il y a eu un truc une petite bascule qui s'est faite, et d'un coup, la mobilité est revenue dans la conscience collective. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas uniquement travailler avec les collectivités, il fallait qu'on embringue un peu tout le monde. Et comme il n'y avait pas de cadre pour mettre tout le monde autour de la table, parce que les transports du quotidien, en fait, ça touche vraiment tout le monde dans toutes les situations, on s'est dit, il va falloir qu'on commence à fédérer aussi tous les acteurs autour de ces sujets-là. Donc c'est là qu'on a ouvert l'adhésion aux personnes morales et qu'on a commencé à intégrer des acteurs économiques, des associations qui venaient en complément sur les sujets qu'on portait. Dans les adhérents, on a la plupart des collectivités territoriales qui bossent avec nous. À l'échelle du département, c'est le département de l'Haute-Vienne, l'Image Métropole, plusieurs Comcom. La première commune adhérente, ça a été Saint-Pierre-de-Frugy, ça sortait de nulle part, mais ils étaient très attachés à la gare Bussière à côté. Et en fait, de fil en aiguille, avec notre petit bâton de pèlerin, là, on a fait le tour des différents interlocuteurs, et petit à petit, le grain a pris. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on bosse avec nos homologues de Dordogne et qu'on a des sujets qui sont autour de Bergerac ou des lignes qui descendent vers Agen, en fait, on se rend compte qu'on a des sujets similaires au fin fond de la Creuse ou avec le Bordeaux-Lyon. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le périmètre du bassin Périgord-Limousin, il ouvre des vrais sujets. Et quand on est sur les 3 étoiles, on est 1 200 000. 1 200 000, c'est aussi lourd que la Gironde. Donc en fait, c'est ça aussi qui offre des perspectives qui sont complètement... Donc il y a ce travail-là qui est fait régulièrement, d'échanges avec les partenaires territoriaux. Évidemment, et là on n'est pas toujours très bon là-dessus, de la communication grand public, parce qu'effectivement il y a plein de gens qui ne connaissent toujours pas le projet, qui n'ont même pas conscience que le train il passe à peu près partout sur le territoire. Donc ça, c'est intéressant de refaire ça aussi. Je pense que le concours et ce qui va suivre va pas mal aider là-dessus. Et puis, évidemment, il y a tout un travail aussi de lobbying à faire à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et du coup, dans ce cadre-là, on a un peu bossé avec les parlementaires sur la partie service express métropolitain. Donc quand la loi cadre est passée, donc on est allé bosser, on a rencontré du monde à l'Assemblée, au Sénat dans ces conditions-là. Parce que rapidement, cette loi, c'est... En fait, c'est une loi cadre qui annonce en fait que on allait faire des RER en dehors
du Grand Paris. Et très vite, la loi a eu tendance à se focaliser sur les métropoles, et les métropoles, notamment les métropoles d'équilibre des années 60, qui en fait, depuis les années 60, ont tout eu en termes d'investissement, de recherche, de concentration médiatique, de restructuration des politiques publiques, etc. Et de décentralisation. Ce qui amène aujourd'hui Bordeaux, avec son grand rayon, à absorber quasiment la Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, le gros sujet qu'on a porté dans ce cadre-là, c'était de dire que, ok, on fait des services express métropolitains en dehors de Paris, mais à ce moment-là, faisons-les de la façon dont on a positionné nous les choses, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une ville ou plusieurs villes de plus de 100 000 habitants, et dès lors qu'on va être en capacité, à partir d'une infrastructure ferroviaire, de considérer un territoire de plus de 400 000 personnes, allons-y, en fait, banco, on peut faire un service express métropolitain. Parce que ça nous permet de sortir justement de ce schéma-là qui a toujours été défendu depuis les années 60 des métropoles et des grandes métropoles qui gonflent et qui sont en fait des conurbations terribles, et de basculer ça sur une approche de territoire où on va pouvoir jongler entre ville et campagne et qui ouvre plein de sujets en fait derrière sur l'aménagement, la préservation des surfaces agricoles, sur l'urbanisme en général, sur la stratégie fine d'habitat. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir derrière, sur les politiques d'énergie. Et en fait, c'est pour ça qu'on croise systématiquement les sujets de transport et d'aménagement, c'est que on part assez du principe que si le projet de transport est bien posé, ça devient le squelette d'un projet de territoire. Parce qu'on permet aux gens de se croiser et qu'on permet d'avoir une synergie un peu commune grâce au déplacement. Tu peux revenir sur la labellisation CERM ? C'est quoi CERM ? Ça veut dire quoi ? CERM, c'est les services express métropolitains, donc tout le petit truc sur lequel on allait faire du lobbying à l'Assemblée, où justement c'est le projet au national de mettre en place des RER en dehors de l'Île-de-France. Et donc dans ce cadre-là, il y a pour accéder en fait aux fonds qui vont être dédiés à ça, il faut être labellisé. Et la labellisation, elle se fait sur la base de conventions entre les collectivités territoriales, la région, l'État et éventuellement d'autres partenaires derrière, et qui est estampillé par le ministère des Transports. Aujourd'hui, malgré nos demandes et les demandes de plusieurs acteurs, la labellisation n'est pas opérée pour le Périgord-Limousin. Donc ça, c'est une première étape qui mériterait d'être mise en place. Ça n'empêche pas, hors labellisation, de poursuivre les sujets dans les compétences propres de chacune des collectivités sur les questions d'aménagement, comment est-ce qu'on intègre les haltes, comment est-ce qu'on les prévoit dans les stratégies générales. Mais ça, c'est un travail de fond qui est déjà en cours. Mais tu le vois plus comme... le projet, c'est plus comme un projet de service à la population et de service des territoires plutôt que comme quelque chose qui ressemble à de la métropolisation et qui est une espèce d'ogre en fait pour le reste des autres territoires. C'est comme ça que ça ressort en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de venir accompagner il n'y a pas un projet de gare ou un projet de halte qui ne va pas dépendre de ce qui se passe autour. Vous pouvez être en gare de Bussière, vous pouvez être en gare de Nexon, c'est les mêmes comme, les sujets des gares ne sont pas les mêmes et la configuration des lieux alentours fait que les projets autour des gares ne seront pas les mêmes. Mais par contre, les intégrer dans un seul et même réseau efficace, avec de la desserte, qui renforce ces pôles-là, va enclencher en fait l'intérêt de se réapproprier ces lieux-là et de porter des projets autour. Et c'est la même chose sur les haltes dans le tissu urbain des villes-centres. D'un quartier à l'autre, les sujets ne seront absolument pas les mêmes. Quand vous installez une halte en plein cœur du quartier de la Batide, qui aujourd'hui est complètement enclavé entre l'autoroute, le boulevard et la voie ferrée, d'un coup, vous donnez une respiration à ce quartier-là avec des enjeux d'espace public autour qui sont hyper importants. Et c'est pas la même chose que d'installer la halte du CHU qui va donner accès au premier pôle d'emploi, qui va libérer l'accès aux facs, à plein de choses derrière. Et c'est encore pas la même chose que de s'installer en plein cœur historique de la ville de Limoges, mettons l'hôtel de ville, où là on est dans le tunnel du POLT, mais en même temps on est en plein cœur de toute la ville. Et est-ce que c'est réalisable de faire une gare dans le tunnel des Bénédictins ? Enfin, de faire une halte, c'est ça ?
dans le tunnel Alors, bénédictin? C'est de loin éminemment la station la plus compliquée à mettre en œuvre parce qu'on est justement sur une infrastructure lourde qu'est le tunnel du Paris-Toulouse, qu'on a sans doute des gros sujets archéo parce qu'on est en plein sur l'emprise des anciens boulevards de la cité médiévale, des anciens remparts de la cité médiévale, pardon, qu'on a éminemment des sujets d'infrastructure parce qu'on passe en partie sous la ville, qu'il faut recréer des quais, il faut recréer des accès. Mais si on le regarde à l'inverse, c'est aussi une des stations qui se retrouve en plein cœur de ville, qui donne accès immédiatement à tout le campus de la fac de droit, à l'hôtel de ville, et qui peut, si elle est jouée comme une station de métro, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sortie côté hôtel de ville qui donne accès justement à la BFM et à tout ce tissu-là, plus tout le réseau STCL qui passe par là. Et de l'autre, on a une sortie un peu plus touristique, entre guillemets, qui se retrouve entre la cité côté cathédrale et puis le château place de la Motte. En fait, on a une sortie qui est quasiment la sortie touristique indispensable de Limoges, quoi. Et pour peu qu'on joue ça avec l'histoire de la ville et les différentes strates, sortir du fin fond du tunnel du Polt pour revenir en surface, en fait, on peut quasiment traverser tous les siècles. Est-ce que les gens qui connaissent ont envie en fait de le voir se réaliser? Il y a vraiment un engouement, un enthousiasme. Mais on a non seulement un enthousiasme, mais c'est surtout que chaque fois qu'on avance, on a plein d'échanges, que ce soit, encore une fois, avec des chefs d'entreprise, avec des élus, avec des techniciens, avec des habitants, quelle que soit leur tranche d'âge ou leur lieu de vie. Chaque fois, on a des histoires complètement nouvelles qui nous ramènent des expériences de vie et qui nous disent « mais putain, moi demain, en fait, ça me change la vie ». Et donc en fait, malgré toutes les difficultés, malgré le temps qui passe, en fait, plus on avance, plus on a d'éléments, plus on a de données qui nous confirment qu'en fait c'est logique et que c'est pertinent, parce qu'on n'est pas fou, hein, on a tous du temps à perdre à côté à plein d'autres choses. Et en fait, comme on se rend compte que c'est éminemment logique et légitime, et qu'en plus, quand on en discute avec les gens de tous les jours, ils viennent encore nous ramener des éléments en disant « mais en fait, moi, ça peut me changer radicalement la vie tous les jours ». Ben, on ne s'arrête pas. Donc c'est aussi pour ce qui nous donne la force de poursuivre. C'est justement de rencontrer les gens et de se rendre compte à quel point ça peut être précieux. Et alors par rapport à ça, où est-ce que ça en est dans les étapes à quelle étape on serait sur la mise en place de ce réseau-là? Moi, je vais toujours le dire ironiquement parce que maintenant il faut en rigoler, mais quand on a commencé en 2015, les premiers élus et services qu'on a rencontrés nous ont dit « mais en fait, si tout le monde est d'accord autour de la table, dans 3 ans, on a les premières haltes inaugurées ». Le gros boulot depuis, ça a été de mettre tout le monde autour de la table. Cette année, on a la chance d'avoir tout le monde autour de la table, ou quasiment tout le monde autour de la table, pour porter des premières initiatives. Plus le bagage qu'on a derrière qui fait que, oui, on a des ingé ferro qui nous ont rejoints, on a pas mal de monde avec qui on a bossé, qui nous permet d'avoir des éléments très concrets sur comment, à court terme, horizon prochaine refonte de la convention TER, par exemple, qui est portée par la région avec la SNCF, comment est-ce que déjà on fait évoluer ne serait-ce que les horaires de train pour mettre en place ce système d'un côté les TER et en complément les navettes. Et déjà là, on bascule l'exploitation telle qu'elle a toujours été faite vers un modèle qui nous permet de tester d'autres choses et d'avancer sur ce qu'on défend. Et ça, pour le coup, c'est pas de l'infrastructure. C'est un choix pour faire tourner du matériel et des bonhommes sur le terrain sans forcément revoir toute la logistique en termes de travaux. Et après, petit à petit, et c'est là tout l'intérêt, c'est que ça ouvre des perspectives pour un temps long, c'est que petit à petit, on va trouver les endroits où c'est pertinent d'intervenir tout de suite pour justement permettre de monter en capacité, d'avoir plus de trains qui circulent, créer les haltes là où elles sont pertinentes, et puis on avance comme ça. Combien ça coûterait à mettre en place? La terrible question des sous. Non, mais, ouais. Mais il en faut. À 2-3 milliards près. Non, en gros, il faut être très conscient qu'aujourd'hui, une halte ferroviaire nouvelle, c'est entre 6 et 10 millions d'euros si on prend la halte toute seule ou si on considère un peu l'espace public alentour.
Sachant que ce qui est intéressant, c'est justement de considérer l'espace public alentour et voire même de regarder un peu au-delà du projet en matière d'urbanisme, en matière de services qui peuvent y être associés, parce que c'est ce qui fait la ville et c'est ce qui fait les lieux de vie pour tout le monde. Et on n'est pas juste là bêtement sur un projet de transport, on est sur un projet de transformation du cadre de vie. Et ça, déjà, ça légitime d'autres choses parce que ça permet d'aller chercher des compétences propres à chaque niveau de collectivité et des partenaires à l'extérieur, parce que chacun va y trouver son compte. Et donc, du coup, ce sera plus facile de mettre l'énergie en commun et les fonds pour le faire. Maintenant, si on va sur le sujet très dur de l'infrastructure ferroviaire, aujourd'hui, il faut avoir conscience que sur les étoiles de Limoges, et puis globalement sur le Limousin, et le Périgord limousin, on pâtit de 60 ans de sous-investissement sur les petites lignes. Ça, il faut en avoir conscience. Ce sous-investissement, il ne vient pas de nulle part. C'est un désengagement très clair de l'État qui, pendant des années, a privilégié, encore une fois, le réseau LGV, mais pas ce qu'il allait avec les métropoles, plutôt que de faire le suivi et la maintenance du réseau capillaire, qui pour le coup, lui, sert à tout le monde. Et donc le gros sujet, il est là, c'est comment déjà est-ce qu'on remonte à niveau le réseau existant avec la part manquante de l'État. Aujourd'hui, on a fait un gros boulot avec le comité de vigilance ferroviaire sur ces sujets-là, et on chiffre pour la partie Périgord-Limousin, en prenant en compte, bien sûr, les réouvertures du Bordeaux-Lyon et puis les réouvertures des lignes qui ont été fermées côté Saint-Thierry et côté Angoulême, à 1 milliard d'euros à mettre sur la table, de la part de l'État. Mais qui revient à l'État puisque c'est son désengagement qui a causé ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça permet aussi de remettre au bon niveau et des compétences de chacun, puisque du coup c'est quand même la région qui a l'autorité en matière de transport ferroviaire aujourd'hui sur le TER. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si le travail est fait sur la remise à niveau du réseau, ça veut dire que les collectivités territoriales, régions en tête, peuvent se focaliser sur le renforcement de l'offre. Et donc là, on va chercher des fonds complémentaires pour la création des haltes, pour l'achat du matériel roulant, pour le renforcement de tel et tel point stratégique, parce que ça nous permet de faire plus de cadencement. Et donc là, on est dans la réponse aux besoins de mobilité. Donc laisser les gros travaux d'infrastructure à l'État. C'est remettre au centre du jeu l'État qui doit rattraper son retard et son sous-investissement en matière ferroviaire, et derrière de laisser aux collectivités territoriales ce qui est légitime en matière de renforcement de l'offre et de portage de l'offre, et en transformation de l'espace public et en compétences d'aménagement. Et ça, grosso modo, sur l'ensemble du RER Périgord-Limousin, on arrive à, mettons, 500 millions d'euros pour la création des haltes, auxquels il faudrait rajouter peut-être 300 millions d'euros pour rajouter du matériel roulant ou mettre le paquet sur les ateliers de maintenance pour faire du rétrofit, au moins sur une partie des navettes, pour leur donner un peu plus de vie avant un renouvellement du parc. C'est quoi le rétrofit ? En gros, c'est se dire, c'est quelque chose qu'on a mis sur la table, mais qui est à vérifier dans sa possibilité, c'est qu'avant de forcément renouveler tout le matériel roulant, on sait que nos navettes et nos suppôts locaux, là, qui sont tout bleus et tout petits, en fait, ils font potentiellement très bien le taf pour circuler en tant que navette. Mais ils ont quand même besoin d'un petit peu de maintenance et de rénovation pour leur donner le temps de vie nécessaire à soit l'arrivée des nouvelles générations de TER sur la partie, qui peuvent être le Teli par exemple, ou qui sont portés par Texelis, ou d'autres matériels comme le Regiolis si ça vient. Du coup, ça fait des emplois en plus. Potentiellement, sans forcément faire des emplois en plus, ça en maintient au moins des emplois qualifiés sur le territoire, parce qu'il faut des gens dans les ateliers, il faut des gens sur les contrôles du réseau, il faut des gens à la circulation, il faut des conducteurs, il faut des contrôleurs aussi sans doute. Donc il y a un paquet de métiers qui viennent derrière. Et il y a aussi un paquet de métiers ou d'interventions qui viennent en complément, et ça c'est très 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 difficilement quantifiable en termes de retombées, mais ça mériterait d'être étudié, c'est que dès le moment où on va mettre le paquet sur la circulation des trains, on sait très bien qu'on a une dynamique qui s'enclenche autour de tous les lieux d'arrêt.
C'est un peu comme, on aime bien prendre cette comparaison-là, mais un peu comme un arbuste qui va végéter pendant l'hiver. Dès le moment où la sève revient, en fait, ça va bourgeonner à tous les nœuds. Et le sujet, il est là, c'est de se dire que si demain on a les navettes qui circulent avec les fréquences qui vont bien, tous les endroits des gares, toute la création des haltes, ça va enclencher forcément des choses à tous ces endroits-là. Et ça, c'est ce qui fait l'évolution du territoire en matière d'abord d'espace public, parce que ça, c'est les compétences propres dans le cadre du projet, mais bien au-delà pour la vie des gens. Il y a les municipales qui arrivent. Peut-être qu'est-ce que tu souhaiterais que les municipalités fassent par rapport au tram-train ? Alors pendant les élections, je pense pas qu'il y ait des choses à faire. Je pense qu'il y a des engagements à prendre et à tenir par la suite. Mais sur les sujets qui sont vraiment sur la table là, il y en a 3 en tout cas qui me semblent assez primordiaux. C'est d'obtenir la labellisation et d'enclencher du coup le projet RER Périgord-Limousin au même titre que le sont les SERM de Bordeaux, de Bayonne ou de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire le faire inscrire, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a une liste nationale un peu plus d'une vingtaine de sites qui sont labellisés avec le ministère des Transports et les régions et les collectivités territoriales. Aujourd'hui, Limoges ne l'est pas. D'accord. Enfin, Limoges-Brive-Périgueux ne l'est pas. Donc ça, c'est un premier sujet. Je pense que c'est indispensable de monter au créneau, mais en mettant en place du coup toute la logistique qu'il y a derrière de travail collaboratif de l'ensemble des collectivités du territoire ensemble pour porter ces sujets-là, parce que c'est un intérêt général du territoire dans le rayon qu'on donnait tout à l'heure. Le deuxième sujet, à mon sens, on en a parlé aussi, c'est vis-à-vis du financement. Et c'est quelque chose qui est assez porté unanimement par les différents collectifs d'usagers des mobilités et de défense, qui se réunissent d'ailleurs, j'en profite, le 31 janvier en gare de Limoges, notamment pour ces sujets-là. Donc ça, c'est la colère des sans-train. L'idée, c'est d'obtenir un plan rail dès 2026 pour le financement et la régénération du réseau capillaire. Prioritairement. Donc là, 1 milliard dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est le milliard sur le Périgord-Limousin qui nous manque et dont on parlait tout à l'heure, qui nous permettra du coup de sortir de ces sujets permanents d'urgence, de risque de fermeture de lignes, de danger, pour revenir à des sujets de « Ok, maintenant, comment est-ce qu'on consacre les fonds des collectivités territoriales sur l'évolution de l'offre et la transformation des lieux de vie ?» Et après, il y a un dernier sujet, mais qui là s'ouvre un peu plus, qui est la défense évidemment des transversales, qui n'est pas directement liée au RER Périgord-Limousin, mais l'infrastructure étant la même, en fait, si les Bordeaux-Lyon, par Montluçon et par Clermont, redeviennent train d'équilibre du territoire au même titre que l'est le Paris-Toulouse, et que les Paris-Toulouse ou Paris-Clermont sont maintenus au niveau où ils en sont, en fait, on a déjà plus de 60% de l'infrastructure qui est couverte et maintenue et régénérée à hauteur d'un réseau assez performant. Ce qui veut dire que du coup, c'est autant de choses où il y aura moins d'interventions à faire pour mettre en place les RER Périgord-Limousin. L'association a annoncé un concours d'urbanisme. Est-ce que tu peux nous décrire ce concours ? Le but du jeu, du concours, c'est de se dire que... Donc on a parlé tout à l'heure des 20 haltes potentielles de Limoges Métropole. Et donc le grand sujet, c'était de se dire, sur ces 20 haltes, il va nous falloir des éléments un peu plus fins pour savoir ne serait-ce que comment est-ce qu'ils s'insèrent dans les quartiers alentours et dans le tissu urbain. D'où le principe de déjà lancer un concours d'architecture et d'urbanisme, qui n'est pas un concours pour la réalisation, mais vraiment pour la préfiguration de ces haltes-là. Donc l'idée, c'est de faire charbonner une trentaine d'équipes sur le sujet, 10 équipes par site, sachant qu'on a 3 sites qui sont retenus, la halte du Palais-sur-Vienne, la halte de Couzex et la halte du CHU. En fait, ça faisait un moment que l'idée nous trottait dans la tête de faire un concours, parce qu'on a assez la conviction que dès le moment où les gens arrivent à se représenter les choses, ça a plus de facilité aussi à rentrer dans l'imaginaire collectif. Et que très concrètement, ça apporte aussi des billes aux communes et aux collectivités territoriales pour toutes les stratégies là, qui sont un peu à l'œuvre, que ce soit le plan local d'urbanisme de Limoges Métropole, la refonte du réseau STCL qui est en cours, ou les projets de réaménagement des bourgs ou des quartiers qu'il peut y avoir à l'échelle des communes.
Donc ça déjà aussi, ça va permettre à ces interlocuteurs-là d'avoir un regard extérieur sur ces lieux et de voir ce que l'arrivée d'une halte ferroviaire peut provoquer en termes de transformation du quartier ou des alentours. Voilà, ça c'est un peu pour les lieux. Ce qui a enclenché le concours cette année, c'est qu'on a la chance d'avoir été épaulé par le fonds de dotation Picotti, qui nous a donné un peu de sous pour ça, et qui a permis de faire effet levier derrière, et puis d'aller, avec les différents partenaires, faire le tour et arriver à financer pour que le concours soit quand même intéressant, qu'on puisse remettre des prix en bout de course qui soient conséquents et correspondent en tout cas au travail fourni pour le concours. Parce que ça reste un travail, c'est pas parce que c'est un concours que les équipes en face vont pas y passer du temps, de l'énergie et des moyens. Et l'idée, c'est qu'on a lancé le concours du coup le 22 novembre dernier et qui se poursuit jusqu'au 16 mars. Qu'on va avoir un jury courant mars-avril en fonction des résultats des municipales, puisqu'on travaille avec les équipes, donc il faut forcément qu'on ait les nouvelles équipes en place qui puissent participer au jury. Ah oui, puisque l'idée c'est après d'être dans des trucs c'est qui puissent être mis en place. C'est de pouvoir poursuivre exactement, qu'on ait une dynamique qui se fasse des équipes en place et puis pour la suite derrière. Donc c'est vraiment ça le sujet, c'est d'arriver à travailler avec tout le monde, sachant que on a Limoges Métropole, laquelle on a travaillé avec les services sur les cahiers des charges des différents sites. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été posées. Pareil avec les communes de Couzex et du Palais et le département aussi qui a un peu travaillé là-dessus. Comme on est dans le cadre du RER Périgord-Limousin, l'agglo de Périgueux a souhaité aussi s'associer à la démarche, donc ça c'est intéressant parce qu'ils voient bien venir que c'est pour l'étape d'après, peut-être qu'on ira travailler à Périgueux aussi. donc voilà, et puis ça permet toujours d'échanger, d'avoir un retour d'expérience, eux, vis-à-vis de la navette et des haltes qu'ils ont déjà recréées sur place. Donc ça, c'est un partenaire précieux. Et puis on a plein d'autres partenaires sur le tissu associatif. Le jury sera encadré par l'Université de Limoges et le DSA de la Souterraine. Donc le diplôme d'art appliqué. Enfin voilà, on a des intervenants un peu variés, mais qui nous permettent d'avoir un peu tous les panels de la société civile qui est à un moment donné concerné par la mobilité et qui va être en capacité derrière de suivre le projet au fur et à mesure. C'est quoi rapidement du coup les modalités d'inscription au concours Alors le concours, du coup, l'idée c'est que ce soit des équipes pluridisciplinaires avec au moins un archi ou urbaniste dans l'équipe, qui soient étudiants en master ou jeunes professionnels. La limite étant fixée à moins de 30 ans pour les participants. Parce qu'on ne voulait pas rentrer dans le cadre d'un concours public de maîtrise d'œuvre, c'était vraiment pas l'objectif, c'était plutôt de faire aussi de l'accompagnement aux jeunes professionnels. Et alors toutes les modalités d'inscription sont sur le site internet de l'asso, donc il y a une page dédiée pour le concours. Et pourquoi ces 3 haltes qui ont été choisies? Parce qu'elles sont prioritaires, parce qu'il y a... Alors elles sont dans les 10 qui ont été jugées prioritaires. Ok, jugées prioritaires par les collectivités. C'est ce qu'on a posé, nous, en interne, avec les différents partenaires qui sont associés, et puis les collectivités qui sont concernées, évidemment. Et du coup, il y a ce sujet-là du Palais, de Couzex, qui sont les haltes qui sont en première couronne et qui sont compliquées où il y a un vrai besoin de desserte. Et puis la halte du CHU, parce qu'elle a son rayonnement extraterritorial, donc ça c'est ce qui a permis d'arbitrer les choses. Sachant que, bien évidemment, l'idée c'est si on y arrive, relancer l'année prochaine, une nouvelle session avec d'autres sites. À l'issue du jury, on aura une première remise de prix qui va être fait courant juin. Donc qui seront les prix du jury. Mais l'idée, c'est que l'ensemble des projets qui seront passés au jury puissent être exposés pendant toute la période estivale et que pendant le temps de l'exposition, on ait un vote du public avec une remise de prix du public en fin d'exposition. Donc l'idée, c'est pas de faire ça aussi tout seul dans notre coin, c'est bien d'avoir un avis grand public sur ces sujets-là. Sachant qu'il y a de fortes chances qu'on demande aussi pendant l'exposition quelle halte, justement, souhaiterait voir apparaître au prochain concours les différents visiteurs. Et du coup, tu as peut-être déjà un peu répondu, mais à l'issue du concours, l'idée c'est de fabriquer ces haltes dans un avenir proche. Alors idéalement, on les aurait bien fait
il y a déjà 7 ans. Oui, oui. Non, mais l'idée, c'est vraiment de poser les jalons pour que, et c'est un gros travail qui est fait avec les partenaires locaux et les services techniques, mais c'est qu'au moins les lieux des haltes soient identifiés dans toutes les stratégies territoriales, qu'on ait cette prévision. Et du coup, qu'on puisse, en parallèle de ce qui sont le cadre des études normales de maîtrise d'œuvre et d'études d'ingénierie sur ces sujets-là, qu'on puisse, nous, apporter un peu plus de grains à moudre et pour justement préparer l'arrivée de ces stations. Vous dire là, ce soir, quelles stations seront lancées en premier dans les 3 ans qui arrivent, je ne peux pas vous dire. Ouais, mais par exemple, si un jour... ça arrivera. Les propositions qui auront été faites pendant ce concours, est-ce que vous partiriez sur cette base-là? En fait, les lauréats, ok, on a déjà quelque chose, on a déjà de la matière pour construire la halte. Alors, je pense que ça peut déjà permettre de poser des grosses bases programmatiques et des éléments pour des concours de maîtrise d'œuvre qui, là, se rentrent dans le cadre des appels d'offres publics classiques. Et avantage est certain que des équipes qui auront été lauréates sur ces sujets-là, quand elles répondent, rien n'empêchera qu'elles puissent répondre à ces concours-là à ce moment-là. On ne peut pas assurer, évidemment, le tuilage de l'un à l'autre, mais ça reste un plus, de toute façon, puisque c'est des sujets qui auront été vus et qui ont permis de nourrir les réflexions en amont. Et il y a des prochaines actualités, des prochains événements pour l'association, pour le projet Tram-Train? Alors, on a pas mal de petites surprises, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler au moment du jury pour que ça reste des surprises, exactement. Comment on rejoint l'association ? Alors, c'est possible de le faire soit via les formulaires en ligne directement disponibles sur le site, soit le Hello Asso du site, soit en nous écrivant et puis on renverra. Sachant que l'adhésion est à l'euro symbolique, on accepte tout à fait les dons, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on fonctionne de manière totalement autonome. L'idée, c'est qu'on est 435 000 sur le territoire. Si tout le monde adhère, on a suffisamment de fonds pour déjà faire des choses. Le message est lancé aux 430 000 auditeurs de Causons. Eh ben super, merci beaucoup du coup Antonin d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'émission du coup sur SoundCloud et Spotify, Causons, donc K'_OSONS, et sinon sur OpenFM 97.9. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine émission sur un autre sujet. Merci à vous.